Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par le Groupement national des centres de ressources autisme, en présence de Daniel Langlois, que je remercie énormément pour sa présence, pour cette thématique aujourd'hui relative aux droits, autisme et droits enfants. Voilà, bienvenue à ce webinaire organisé donc dans le cadre de la formation des proches aidants pour une durée d'1 heure et demie. Nous allons avoir une cinquantaine de présentations par Daniel Langlois, suivies de questions auxquelles nous tâcherons de répondre à l'issue de ce webinaire. Nous ne pourrons pas répondre malheureusement à des situations personnelles, mais n'hésitez pas à nous contacter après le webinaire et nous tâcherons de vous apporter des réponses. Par ailleurs, le replay de ce webinaire sera disponible sur la page YouTube du GNCRA ainsi que sur la plateforme e-learning campus du GNCRA avec le support. Je vous souhaite un très bon webinaire et je laisse la parole à Daniel. Merci Nathalie. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver et puis de refaire, je l'ai un peu actualisé, ce webinaire Autisme et droits pour essayer de vous expliquer les droits que vous pouvez faire valoir, ce qui n'est pas toujours simple, mais c'est important déjà de bien les connaître et surtout de bien connaître les textes réglementaires sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour faire valoir ses droits. C'est toujours ce problème-là qui est le plus délicat avec les familles qui nous remontent des situations difficiles hein, ou des galères, par exemple à Autisme France. C'est toujours ce problème-là. Les droits sont souvent mal connus par les familles, ce qui n'est pas normal. Les MDPH, par exemple, devraient les diffuser correctement. Et donc, les familles, souvent, ne font pas valoir les bons textes réglementaires parce qu'ils ne les connaissent pas. C'est découpé en cinq parties. Le droit au diagnostic, le droit des interventions éducatives, le droit à la scolarisation de la maternelle à l'université, enfance et enfants au sens large, hein, on va dire jusqu'à 20 ans, le droit à la formation professionnelle et les démarches MDPH, un très gros point noir constamment remonté par les familles. Le droit au diagnostic, donc c'est un problème qui nous est très régulièrement remonté. Comment accéder à un diagnostic? L'âge du diagnostic reste encore très tardif en France et c'est vrai que ce n'est pas acceptable parce que ce n'est pas conforme à ce qui est attendu dans le champ de l'autisme en tout cas. Donc le droit au diagnostic, il est garanti par la loi, hein, la loi du 4 mars 2002 et le Code de santé publique. Et c'est toujours la base pour nous hein, de revenir aux textes réglementaires qui garantissent le droit au diagnostic. Donc, l'article très important du Code de santé publique concerne les médecins. Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, c'est-à-dire qu'il ne doit pas le bâcler ni le faire de manière approximative. Une question qui nous est régulièrement posée, qui doit poser le diagnostic d'autisme? Je veux dire, n'importe quel médecin a le droit de poser un diagnostic. Ce n'est pas réservé aux pédopsychiatres ou aux neuropédiatres, parce qu'il faut déjà en trouver un, ce qui est très compliqué. Donc tout médecin peut poser un diagnostic, mais il doit s'entourer des concours appropriés ou être un spécialiste du sujet, parce que évidemment, ça peut être très compliqué pour un médecin qui ne connaît pas grand-chose à l'autisme hein, de poser un diagnostic d'autisme, et sa déontologie l'invitera hein, à s'appuyer sur d'autres professionnels qui sont plus compétents que lui pour poser ce diagnostic. Mais tout médecin peut remplir le certificat médical demandé par la MDPH. Hein, il n'est pas utile que ce soit un spécialiste, la plupart du temps, un pédopsychiatre, neuropédiatre ou centre de ressources autisme, hein, parce qu'on trouve ça aussi. La MDPH, elle exige que ce soit le centre de ressources autisme qui pose le diagnostic. Ben non, c'est parfaitement illégal. Il y a des consultations dédiées hein, qui existent, hein, à la fois pour les généralistes et les pédiatres, et qui ont un codage particulier et un financement particulier. Donc, ce sont des consultations qu'on peut donc solliciter hein, auprès de son médecin traitant ou du pédiatre, si on a la chance d'en avoir un. Il y a une consultation qui s'appelle Consultation annuelle de suivi de la coordination de la prise en charge d'un enfant autiste. Ça peut être précieux. Ça suppose que le médecin en question il se soit intéressé à l'autisme hein, et qu'il soit capable d'entrer en lien avec d'autres professionnels. Il y en a quelques-uns qui le font, ça commence à se développer. Et donc cette consultation, elle est décrite. Hein, il doit y avoir dedans un examen somatique, un examen sensoriel, une évaluation du comportement et de la relation de l'enfant.
évidemment en connaissant bien ce qu'est l'autisme. Il ne s'agit pas de dire que la relation de l'enfant pose problème et que c'est la mère qui en est responsable. Ce n'est pas vraiment l'objet. Le médecin, il doit aussi voir quelle est la prise en charge actuelle, se coordonner avec les autres professionnels de santé, éventuellement les institutions médico-sociales qui accueillent l'enfant, pour voir s'il y a lieu de réévaluer cette prise en charge et de mobiliser d'autres professionnels. Bon, ce serait le rêve d'avoir un médecin qui coordonne l'ensemble des interventions nécessaires au bien-être et au développement de l'enfant. Bon, la réalité oblige à dire que c'est quand même rare. Diapo suivante. Il y a aussi une consultation dite très complexe qui, elle aussi, est cotée de manière spécifique, 60 euros par rapport aux 30 euros d'une consultation ordinaire. Celle-là, elle vise à repérer les troubles du spectre de l'autisme. Donc, pareil, c'est toujours pour le généraliste ou le pédiatre spécifiquement formé à partir de signes d'alerte qui sont décrits dans la consultation en question, puisque c'est un codage officiel. Donc, inquiétude des parents concernant le développement de l'enfant, bon, ben, ça c'est la base, bien sûr, notamment en termes de communication sociale et de langage, régression des habiletés langagères, etc., absence de babillage, de pointage, enfin bon, tout ce que les familles connaissent par cœur. Là encore, une façon d'accéder à un début de diagnostic, c'est d'essayer de mobiliser tôt un médecin généraliste qui, normalement, devrait quand même avoir un minimum de sens des troubles du neurodéveloppement, mais qui souvent n'en a pas beaucoup ou n'a pas le temps, ou qui n'existe pas. Ben, beaucoup de familles n'ont tout simplement pas de médecin traitant. Là encore, cette consultation doit comprendre un examen clinique approfondi et puis essayer de poser des diagnostics différentiels, par exemple, s'il y a des troubles visuels ou des troubles auditifs, et s'appuyer sur des tests de repérage qui figurent dans la consultation. Tout est écrit, les tests sur lesquels on peut s'appuyer. Le problème, c'est les médecins qui font cette réflexion-là. Comment on fait, nous, pour être formés à la passation de ces tests? C'est bien le problème. Si les généralistes et les pédiatres n'ont pas de formation spécifique, ils ne peuvent pas utiliser cette consultation-là. Les différentes possibilités d'accéder à un diagnostic de TSA, alors le problème, c'est qu'il n'y a pas d'entrée unique. Ce qui manque, c'est une entrée unique. Je vois que mon enfant, il a des particularités de développement, je me fais du souci, peut-être pour rien, mais peut-être pour quelque chose. Qui je vais voir en priorité pour essayer d'obtenir une réponse et une prise en compte de mes inquiétudes. Donc il y a malheureusement plusieurs entrées qui ne sont pas forcément toutes très satisfaisantes, qui n'existent pas forcément partout. Donc ça reste très compliqué pour les familles de savoir quoi faire. Alors bien sûr, il y a la porte d'entrée des CAMS. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de notification MDPH, donc l'entrée est directe, mais il y a des listes d'attente. Et tous les CAMS ne respectent pas les recommandations de bonne pratique, malheureusement. Donc il faut déjà être sûr que là où on va, on sera dans une équipe qui connaît les troubles du neurodéveloppement et le spectre de l'autisme en particulier. Dans certaines régions, il y a des équipes diagnostiques autisme de proximité, mais pas partout. Là aussi, il faut vérifier leurs compétences. Normalement, dans chaque département, il y a une plateforme de coordination d'orientation, PCO dans le jargon. Le problème, c'est qu'elle ne pose pas vraiment de diagnostic précoce. La moyenne en PCO, c'est 4 ans et demi, donc c'est déjà tard, mais jamais trop tard pour bien faire. Mais je veux dire, diagnostic qui doit être posé à 18 mois pour les formes sévères, en tout cas. Et là, ce n'est pas le cas. Là aussi, il y a des listes d'attente. Et l'adressage, il se fait par un médecin, c'est-à-dire que les familles ne peuvent pas accéder directement à une PCO. Il y a quelques CRA qui sont investis dans le diagnostic précoce et qui ont des unités d'intervention précoce, parce que c'est le CHU auquel est adossé le CRA a, lui, une unité d'intervention précoce dans l'hôpital de jour local. Donc, ce sont souvent des unités très pointues. Et c'est vrai que les familles, là, ont de la chance de pouvoir directement passer du diagnostic précoce à l'unité d'intervention précoce. Objectivement, c'est quand même très rare en France. Il y a aussi des équipes en libéral. On peut passer par des bilans faits en libéral par un orthophoniste, un psychologue, par exemple, à minima, et puis un médecin qui pourra poser le diagnostic derrière. L'objectif est toujours le même. Un diagnostic précoce n'est pas suivi d'une intervention précoce, eh bien, c'est très regrettable. Parce que l'intervention précoce, c'est quand même celle qui sera le plus rapidement efficace et qui permettra
le plus rapidement possible à l'enfant hein, de devenir un peu plus autonome dans la communication, dans les interactions sociales et dans les apprentissages. Donc il y a quelques services d'intervention précoce, mais quand même pas beaucoup en France et surtout pas sur tout le territoire. Donc c'est ça qui est enfin, regrettable et qui constitue quand même une perte de chance pour les enfants, il faut quand même le dire. Les affections de longue durée, l'autisme entre dans une affection, hein, mais c'est des troubles psychiatriques sévères. C'est l'ALD 23, mais la liste n'est pas conforme à la CIM 11. Ils ne l'ont jamais revue, donc ça reste conforme à la CIM 10, hein, mais qui n'est plus utilisée. Donc dedans, ben, vous trouvez les psychoses, voilà, les troubles de l'humeur. Et on vous explique bien qu'il faut que ce soit des troubles de l'humeur récurrents ou persistants, hein, et puis des dépressions sévères, hein, sinon on ne peut pas rentrer dans la LD23. En ce qui concerne l'autisme, donc c'est plus loin, hein, dans la diapo suivante, pour entrer dans la LD. Voilà, alors les déficiences intellectuelles et les troubles graves du développement durant l'enfance. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Donc il faut pouvoir rentrer dedans et donc vous voyez les âneries anciennes, psychose infantile déficitaire. Bon ben voilà, hein. On n'a plus le droit de s'exprimer comme ça. Malheureusement, dans la LD 23, il n'y a que ça qui existe. Et puis un vocabulaire complètement obsolète, les troubles du développement retenus, débutent dans la première ou la deuxième enfance. C'est quoi ça? Et concerne des fonctions liées à la maturation biologique du système nerveux central. Alors ça, c'est bien, parce que quand même figure l'idée hein, que c'est un trouble d'origine neurobiologique et que donc c'est pas la faute des parents. Et puis les troubles névrotiques sévères et les troubles graves de la personnalité et du comportement. Donc le problème, c'est là encore de ne pas se retrouver dans cette tranche-là. Si vous allez tout à fait en bas du petit d, il y a dysharmonie évolutive grave de l'enfance. Bon, ça, c'est du vocabulaire de la psychanalyse, hein, ça n'a rien à faire dans un texte officiel. Donc, on en est encore là. On peut très bien avoir la LD, mais il faut y rentrer correctement dedans, hein, sans se faire au passage taxer, culpabilisés par des professionnels hein, qui vont voir une psychose infantile ou une dysharmonie évolutive dans ce qui est un trouble du spectre de l'autisme. Pourquoi demander une ALD pour les enfants et adolescents? Bah, parce que ça ouvre un certain nombre de droits, limités à vrai dire, mais des soins mieux remboursés, puisque la prise en charge elle est à 100% du montant remboursable hein, et que donc il n'y a pas de ticket modérateur, et la prise en charge des frais de transport sous certaines conditions et pour l'accès aux professionnels remboursables uniquement. Donc, en gros, ça ne concerne guère que les orthophonistes. Les autres, eux, comme ils ne sont pas remboursables, ils ne vont pas rentrer dans la possibilité hein, de faire valoir la LD et donc la prise en charge à 100%, puisque de toute façon, ils ne sont pas pris en charge. Donc concrètement, les psychologues, les psychomotriciens, les ergothérapeutes et les frais de transport pour se rendre dans les cabinets de ces trois types de professionnels qui sont très sollicités par les familles ne sont pas remboursables et donc ne peuvent pas relever de la LD 23. Alors, il est possible de solliciter l'aide de la caisse d'assurance maladie hein, pour les professionnels non remboursés, mais c'est sans garantie. Hein, voilà, il y a des aides financières individuelles qu'on peut solliciter. Il ne faut pas hésiter à les solliciter. Euh, on n'est pas sûr de l'obtenir, mais bon, même si on est aidé ponctuellement, ben, ça vaut la peine. Les mutuelles, pareil, hein, elles peuvent aider ponctuellement, en particulier pour la psychologie, mais bon, ça dépend beaucoup des mutuelles. Et surtout, c'est pas renouvelable. C'est une aide ponctuelle qui va être accordée une fois, et voilà. Et pour ces professionnels non remboursables, il est toujours possible, bien sûr, de les inscrire dans la demande d'AEH, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, en gardant bien sûr tous les devis en les répartissant sur une année hein, pour bien préciser comment fonctionne la prise en charge, par exemple en psychomotricité ou en psychologie. C'est ce que font régulièrement les familles hein, pour obtenir, au moins partiellement, une prise en compte hein, des frais qu'elles engagent pour avoir ces professionnels qui ne sont pas remboursés. C'est très injuste, faut-il le rappeler, parce que ces professionnels, si ils sont dans un CESAD ou dans un IME, ils sont payés par la CPAM. C'est-à-dire que c'est bien la sécurité sociale qui va les payer. Et, donc c'est quand même extrêmement injuste et discriminatoire qu'on puisse, par le biais d'un établissement ou service médico-social auquel il faut pouvoir accéder, ce qui n'est pas gagné,
Alors que si on n'est pas dans ce cadre-là, eh bien, il n'y a pas de financement autre que d'aller réclamer à la MDPH que ces frais-là soient pris en compte dans le cadre de l'AEH. C'est très injuste et discriminatoire. Le droit des interventions éducatives, alors toutes les familles connaissent bien sûr l'article de base pour l'autisme. Il faut le connaître par cœur parce que c'est celui qu'on utilise systématiquement pour faire reconnaître et éventuellement sanctionner l'absence de réponse aux besoins des personnes autistes. Alors cet article, il est très ancien, c'est un article du Code de l'action sociale et des familles. Avant, c'était une loi qui s'appelait la loi Chaussy, qui a été votée à l'unanimité de l'Assemblée nationale en 1996, une rareté quand même. C'est rare que quelque chose soit voté à l'unanimité, et qui a permis donc de répondre aux besoins des enfants et adolescents et adultes autistes, puisque c'est quel que soit son âge, et que c'est la loi, c'est inscrit dans la loi. Donc je vous relis cet article absolument fondamental qu'il faut connaître absolument par cœur. Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, alors c'est vieillot, hein, syndrome autistique, c'est plus comme ça qu'on s'exprime. Entre parenthèses, la formulation, il faut bien aussi l'identifier. Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique. Voilà, le handicap, il faut pouvoir le prouver. Prouver que quand on est autiste, hein, on a une altération de fonction qui met en difficulté la vie personnelle de la personne, sa vie sociale, sa scolarisation, son emploi, quand si elle est adulte, etc. Donc, bénéficier, quel que soit son âge, c'est très important, d'une prise en charge pluridisciplinaire, c'est très important. Ce n'est pas simplement un orthophoniste, par exemple, hein, mais c'est tous les autres professionnels dont on a besoin, qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, c'est écrit, pédagogique, c'est écrit, thérapeutique, ça c'est moins bien, mais enfin bon, c'est le terme officiel, et social. Donc la formulation, elle est dépassée, hein, comme je vous l'ai dit, parce qu'elle est ancienne, hein, 1996, ça commence à dater. Mais cet article, c'est notre référence partout. Voilà, parce que c'est l'article qui donne droit aux personnes autistes à avoir des interventions éducatives à tout âge qui correspondent à leurs besoins. Et c'est pas parce qu'elles n'existent pas ici ou là, hein, ou qu'il n'y a rien pour les financer, c'est pas pour autant que les personnes n'ont pas ce même droit, hein, qu'on tienne compte de leurs besoins, de leurs difficultés et que on mette en place la prise en charge nécessaire. Donc, c'est fondamental de toujours repartir de cet article-là. Le problème des recommandations de bonne pratique, bon, ça nous est régulièrement posé aussi. Donc, la recommandation pour les enfants, elle date de 2012. Elle est en cours de refonte. La prochaine devrait sortir au mois de décembre, peut-être au mois de janvier 2026, mais bon, pas plus tard. Hein, donc, elle va sortir sans trop tarder. Donc, en ligne, ce que vous trouvez, c'est la lettre de cadrage de ce travail, qui a fait l'objet d'une consultation publique auquel un certain nombre d'entre vous ont dû participer, hein, à travers leurs associations, par exemple. Donc, on y parle, comme en 2012, d'intervention et pas de soins. Voilà, ce qui est très important, c'est que ce sont des interventions. On intervient, c'est-à-dire qu'on ne reste pas sans rien faire. Voilà, intervenir, c'est agir. Et il ne s'agit pas de soigner, l'autisme ne se soignant pas. Donc, le problème de la Haute Autorité de Santé, c'est qu'elle ne produit pas par elle-même de recommandations opposables. Mais ces recommandations le deviennent dans des décrets, par exemple, qui concernent l'autisme, des instructions, dans les cahiers des charges, des appels à projets des agences régionales de santé. Par exemple, l'instruction sur les plateformes de coordination d'orientation, elle fait référence obligatoire aux recommandations de bonne pratique. Le décret sur le projet d'établissement du 29 février 2024 fait référence obligatoire aux recommandations de bonne pratique. De même, les cahiers des charges des unités d'enseignement maternel, des unités d'enseignement élémentaire autisme. Par ce biais-là, les recommandations de bonne pratique sont de fait opposables. Concrètement, c'est parfois un peu plus compliqué, hein, de veiller à ce qu'elles soient vraiment opposables. L'AHS, enfin le président de l'AHS, Lionel Collet, s'est exprimé publiquement dans une revue spécialisée pour dire qu'il fallait maintenant avoir un outil législatif pour les rendre opposables systématiquement. Ben, c'est bien qu'il l'ait dit. Après, ça serait bien qu'on passe à l'acte. Le droit à la scolarisation, alors de la maternelle à l'université, les enfants dans le champ du handicap, c'est jusqu'à 20 ans. C'est une bizarrerie, hein, parce qu'on est adulte à 18 ans, handicapé ou pas, mais bon, dans le champ du handicap, c'est 20 ans, la séparation.
L'article de base, celui qu'il faut toujours aussi envoyer à la figure de ceux qui le violent régulièrement, c'est l'article L112-2 du Code de l'éducation. C'est l'article de base qu'il faut connaître. Voilà, il faut l'archiver, hein, voilà, vous l'imprimez, vous mettez dans un coin, et puis vous le ressortez chaque fois que vous en avez besoin. Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours. Il ne suffit pas d'évaluer. Après, il faut mettre en œuvre ce dont l'enfant, l'adolescent ou le jeune adulte a besoin, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146.8 du Code de l'éducation sociale et des familles. Donc, ça, c'est l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH. Et donc, en fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation. Vous êtes très nombreux à nous dire, je n'ai pas de PPS, le projet personnalisé de scolarisation. Eh bien, c'est illégal, comme vous le voyez. La loi, elle prévoit explicitement que le PPS, comme il est dans la loi, eh bien, il est obligatoire et qu'il doit être fourni par la MDPH. Hein, c'est le travail de la MDPH assorti des ajustements nécessaires en favorisant chaque fois possible la formation au milieu scolaire ordinaire. Donc, c'est absolument essentiel de bien connaître ce texte-là, parce que si vous n'avez pas de PPS, ben, vous envoyez en recommandé à la MDPH l'article en question et vous dites le projet personnalisé de scolarisation, je l'attends toujours, c'est la loi, vous n'avez pas respecté. Diapo suivante. Donc, tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de santé, hein, je veux dire, est inscrit dans l'école ordinaire, le plus proche de son domicile, hein, qui constitue son établissement de référence. C'est la loi, ça aussi, hein, vous pouvez le faire valoir systématiquement. C'est la loi, c'est écrit dans la loi dite de 2005. Donc la loi, elle n'est pas censée être violée. Transport scolaire, alors c'est un problème qui nous remonte aussi très régulièrement, donc c'est encore quelque chose d'assez compliqué. Alors là, il faut aller dans le Code des transports. Et l'article en question, c'est celui-là, c'est pareil, hein, c'est des articles qu'il faut archiver, bien connaître et utiliser systématiquement chaque fois que vous vous retrouvez dans la nécessité de les mettre en œuvre parce que on vous empêche de le faire ou on vous met des bâtons dans les roues. Donc le Code des transports prévoit que quand un enfant ou un adolescent ou un jeune adulte, éventuellement, hein, ne peut pas utiliser les moyens de transport en commun à cause de la gravité de son handicap, qu'il faut bien sûr établir médicalement. Il ne suffit pas de dire que on perçoit, parce qu'on est famille, que la situation elle est de cet ordre-là. Il faut le prouver par un certificat médical. Sont pris en charge donc par le département du domicile des intéressés. C'est bien écrit le département, donc c'est le conseil départemental. Ce n'est pas la MDPH qui donne un accord pour que, éventuellement, hein, on puisse bénéficier d'un transport individuel. C'est le conseil départemental qui a un service pour le faire. Donc, bien faire attention à ça, pas perdre du temps à demander à la MDPH, ça ne sert à rien. Il faut aller directement au conseil départemental. Si l'enfant il est en UEMA, comme c'est un dispositif qui est d'abord essentiellement médico-social, hein, très majoritairement médico-social, donc c'est l'établissement ou le service qui porte l'UEMA qui finance le transport. En UEA, ça a été modifié. Au départ, c'était comme ça, et c'est revenu dans le giron de l'éducation nationale, si je puis dire. Donc, eh ben, vous êtes dans le cas précédent, c'est-à-dire que vous devez solliciter le conseil départemental. Et si l'enfant il est en établissement social et médico-social, ben, c'est l'établissement, le service médico-social qui finance le transport. C'est la loi, avec toutes les difficultés qui vont avec, c'est-à-dire que comme les établissements et services médico-sociaux sont souvent ben, peu dotés, ils ont du mal à mettre en œuvre ces transports. Et souvent, ils proposent, et ça, on ne peut pas le refuser, des prises en charge avec des navettes, hein, à un endroit spécifique, par exemple. Hein. Ils ne peuvent pas forcément assurer pour tous les enfants une prise en charge directe au domicile. C'est trop compliqué à mettre en œuvre. Donc ça, c'est la suite. Hein. Si vous utilisez donc les services du conseil départemental, voilà les articles que vous pouvez faire valoir, hein, parce que vous pouvez aussi faire le transport vous-même et vous faire rembourser. C'est une possibilité, pas toujours évidente pour les familles qui travaillent, hein, mais c'est aussi une possibilité. Les aménagements aux examens, alors pour le diplôme du brevet, vous avez le lien. Pour le bac, vous avez le lien. À l'université, bah, il y en a d'autres, hein, vous avez aussi le lien. Pour le brevet, c'est provisoire parce que c'est en cours de modification.
Les familles nous ont fait remonter que le diplôme national du brevet allait changer de nature en 2026. Il y aura 40% de contrôle continu et 60% d'examen terminal. Ce n'était pas le cas avant, hein, donc voilà, on a changé les règles. Donc du coup, vont changer aussi les dispositions pour les élèves en situation de handicap. Donc ça devrait sortir, bah, je sais pas, dans 15 jours, 3 semaines, un mois. Enfin, bon, les décrets, on ne sait pas trop quand ils vont sortir, mais ça ne devrait pas trop tarder. Donc on proposera hein, d'ajouter une ligne là dans le PowerPoint quand le texte officiel sortira pour que vous ayez donc des dispositions actualisées pour le diplôme du brevet. Pour l'université, donc, il y a une charte hein, des étudiants à l'université avec un guide de l'accompagnement des étudiants en situation de handicap hein, qui n'est pas mal fait, dont je vous ai mis le lien. L'année dernière, je ne l'avais pas mis parce qu'il n'y avait pas eu grand-chose sur l'université. Bah, on ne peut pas tout mettre et tout dire, sinon on ne tient pas dans le temps imparti, c'est le problème. Ce qui nous est régulièrement remonté, c'est que donc de jeunes adultes hein, qui sont maintenant à l'université, qui avait eu en lycée des aménagements qui avaient été acceptés tout au long de l'année scolaire, et y compris au bac, pour la passation du bac, et qui se retrouvent en difficulté parce qu'à l'université, on leur met des bâtons dans les roues, en leur déniant le droit de garder ces aménagements qui avaient été pourtant ben, acceptés et puis surtout très utiles en lycée. On leur dénie le droit hein, de les garder à l'université. Alors, moi, j'ai évoqué ce problème auprès de la défenseur des droits qui m'a répondu qu'il ne fallait pas hésiter à saisir les défenseurs des droits. Vous pouvez le faire en ligne hein, directement sur le site de la défenseur des droits parce qu'il s'agit là d'une discrimination quand même explicite et intolérable. Donc ce n'est pas normal. S'il y a eu des aménagements tout au long du lycée, ces aménagements doivent pouvoir être poursuivis à l'université. Enfin, je ne vois pas comment on peut interdire hein, à l'université à un jeune adulte hein, de garder les droits acquis au lycée dans la mesure où ils ont fait leurs preuves. Le droit à la formation professionnelle, autre grand débat. Alors ce sujet n'est pas trop traité dans le PowerPoint, hein, faute de temps. Il faut rappeler que le droit à la formation professionnelle pour les 16-18 ans, c'est aussi la loi. L'enseignement obligatoire s'arrête à 16 ans, hein, comme chacun sait, ce qui permet d'éliminer souvent à 16 ans des adolescents autistes des parcours qu'ils ont réussi à faire. Ça nous est aussi souvent remonté. Donc, la formation professionnelle, elle est obligatoire, c'est une obligation, voilà, pour les 16-18 ans. Donc, on peut aussi le faire valoir. Le problème, c'est de trouver un lieu où cette formation professionnelle, elle peut être mise en œuvre dans le respect, là encore, des besoins des adolescents autistes et puis de leur goût, pour qu'ils puissent avoir une formation professionnelle qui corresponde à ce qu'ils aimeraient faire et à ce qu'ils sont capables de faire. Ça, c'est un autre débat. Contentieux que l'éducation nationale, bah, malheureusement, c'est plus que fréquent. C'est très fréquent et souvent largement inadmissible. Donc, le plus fréquent, bah, c'est l'absence d'AESH ou une notification d'heure non respectée. C'est-à-dire qu'on vous explique la bouche en cœur qu'il n'y a pas assez d'AESH pour que vous ayez les 24 heures que vous avez obtenues par une notification MDPH, donc bien opposable, hein, puisque c'est une notification MDPH, et que donc, eh ben, vous en aurez la moitié, par exemple, ou les deux tiers dans le meilleur des cas, mais bon, rarement le nombre d'heures qui a été notifié. Alors, s'il n'y a pas d'AESH du tout et que l'enfant est déscolarisé pour cette raison, l'urgence, hein, c'est de déposer un référé liberté. Ça, c'est sous 15 jours, mais ce n'est valable que si l'enfant il est déscolarisé parce qu'il n'a pas d'AESH. Il ne faut pas déposer un référé liberté hein, si l'enfant il est scolarisé, même s'il n'a pas le nombre d'heures nécessaires et surtout notifié hein, par la MDPH. S'il est scolarisé, il ne rentre pas dans le cadre du référé liberté, puisque la liberté fondamentale d'être scolarisé, bah, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas respectée, puisque l'enfant, il est bel et bien scolarisé. Pas forcément dans de bonnes conditions, mais il est bien scolarisé. S'il est scolarisé, bah, il y a deux solutions. Soit vous saisissez le DAZEN pour mettre en demeure de respecter la notification MDPH, puisqu'elle est opposable, mais ça peut prendre 2 mois. Soit déposer un référé conservatoire ou référé mesure utile, hein, c'est pareil,
C'est deux noms différents pour exactement la même chose. Alors, c'est plus rapide. Ce n'est pas forcément facile à obtenir parce qu'il faut prouver l'urgence, c'est-à-dire que l'enfant qui n'a pas son nombre d'heures d'AESH, c'est une situation d'urgence pour lui, il ne peut plus faire les apprentissages auxquels normalement il a droit dans des conditions acceptables et il est en danger de perdre des acquis. Donc c'est difficile à prouver, voilà, il faut bien le dire, hein, il faut prouver l'urgence, il faut prouver l'utilité. Donc là encore, bien expliquer en quoi l'AESH est absolument indispensable au parcours scolaire. Ben, ce n'est pas forcément évident, parce que vous pouvez très bien avoir une école qui va vous dire, pour se débarrasser du problème, hein, je n'ai pas dit que c'était à juste titre, que l'enfant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais l'enfant, il suit très bien. Pourquoi il n'y a pas besoin d'avoir plus d'AESH? La moitié du temps qu'il a, ben, finalement, l'enfant n'a pas de problème particulier. On peut en attester. Voilà, ça peut se terminer comme ça. Donc, ce n'est pas forcément simple de déposer un référé mesure utile, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Vous avez les liens pour le faire, pour comprendre de quoi il s'agit et ce qu'on peut faire pour y parvenir. C'est conseiller d'avoir un juriste à côté de soi à cause de la difficulté de rédaction, hein, des référés. C'est un droit, hein, et on n'a pas besoin d'avocat en principe, hein, pour poser ces référés-là. Mais si on n'a pas d'aide juridique, c'est quand même très compliqué. L'AESH ne doit s'occuper que de l'enfant qui a une notification d'AESH individuelle, parce que ça, on nous le remonte sans arrêt. Mon fils, ma fille, hein, il a une AESH individuelle, mais cette AESH, finalement, elle est à cheval sur deux enfants. Voilà, bah, c'est illégal. Il y a le problème de la cantine, hein, qui nous est très régulièrement remonté. Comment faire pour que l'AESH participe aussi à la cantine et que l'enfant soit aussi accompagné, hein, sur le temps de cantine, ce qui pour certains enfants est vraiment indispensable. Alors, en 2024, donc, la loi a changé et elle a mis à la charge de l'État l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne, comme on dit dans le jargon, dans les écoles et établissements scolaires publics et privés sous contrat. Le problème, c'est que ça n'a pas du tout résolu la situation, loin de là. Donc, il y avait eu une note de service pour l'année 2024-2025, particulièrement scandaleuse, qui expliquait que c'était l'Éducation nationale qui voyait combien de temps, et, combien d'heures il fallait à l'enfant quand il était du temps de midi, ce qu'il était nécessaire. Ce n'était pas forcément une AESH individuelle, une AESH mutualisée, ça pouvait très bien convenir. Enfin, donc, l'Éducation nationale s'était permis de revoir les textes officiels et les notifications MDPH pour faire à sa sauce. Donc ça fait quand même un peu de bruit. Donc cette note de service, elle a été abrogée. Mais pas la loi, parce qu'il y en a qui ont compris que la loi était abrogée. Ah non, pas du tout. La loi est toujours là, hein, la loi du 27 mai 2024. Le problème, c'est que c'est très compliqué à mettre en œuvre. Alors, il y a des mairies vraiment volontaristes, hein, qu'on remercie, hein, qui font tout, hein, pour mettre en œuvre une demande de convention avec l'Éducation nationale, hein, pour assurer donc, le suivi sur le temps de cantine. Mais il y a des mairies nettement moins volontaristes. Comme c'est l'Éducation nationale qui gère les contrats et le paiement de la personne sur le temps de midi, bah, souvent ça coince. Voilà, il y a quand même pas mal de mauvaise volonté, hein, comme on peut le constater sur le terrain. Donc, vous avez le texte officiel en dessous aussi. Il est important d'avoir accès à la jurisprudence, hein, sur les différents recours menés par les familles. Alors, la jurisprudence, on la trouve un peu partout. Il y en a sur un certain nombre de sites associatifs. Il y en a aussi sur des sites juridiques, hein, en ligne. Donc, je vous ai mis par exemple celui du Défenseur des droits, hein, qui est précieux parce qu'il met en ligne euh, toutes les décisions auxquelles il a participé pour faire valoir, hein, des droits qui avaient été violés à l'encontre d'enfants ou d'adolescents, là, en l'occurrence. Donc c'est très précieux. Il y en a aussi sur le site d'Autisme France, hein, mais il faudrait du temps pour les ranger correctement. Voilà, c'est compliqué, mais c'est très précieux. Il y a des militants associatifs dont je ne saurais jamais assez remercier l'engagement, qui passent leur temps, hein, à aller sur les sites publics, hein, pour identifier tout ce qui peut circuler comme décisions récentes qui ont été prises, par exemple en cours d'appel, hein, et pour les familles, hein, pour faire respecter les droits des familles. C'est un travail de Romain, parce qu'en fait, il n'y a personne qui fait ce travail-là systématiquement, hein, sauf des bénévoles.
qui est quand même un peu choquant. Les démarches MDPH, donc ça aussi, vous connaissez par cœur, toujours extrêmement compliqué. Donc vous avez l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, hein, c'est celle qui va évaluer les besoins de l'enfant et qui va vous proposer un plan de compensation qui doit vous être transmis pour avis. Normalement, vous avez 15 jours pour donner votre avis sur le plan de compensation qui vous est proposé. Et le PPS, il fait partie du plan de compensation, donc il doit être dedans, hein, dans ce qui vous est proposé pour avis. Donc, vous pouvez demander à être entendu par l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, hein, c'est l'article L146.8 du Code de l'action sociale et des familles, donc c'est votre droit aussi, que vous pouvez bien entendu faire valoir. Et l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, elle doit aussi vous contacter hein, s'il lui manque des documents, si votre demande n'est pas assez précise pour elle, hein, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas précise, mais qu'elle, il lui manque des éléments d'appréciation, etc. Et voilà, elle doit faire son travail pour pouvoir répondre au maximum de demandes qui lui sont faites pour respecter l'ensemble des besoins de l'enfant, de l'adolescent, du jeune adulte. Et donc, l'autre partie, c'est le plan personnalisé de compensation hein, qui est soumis à votre avis et qui prend la décision de compensation. Là aussi, vous avez le droit hein, d'assister à la commission, la CDAPH, hein, qui va traiter votre dossier. Sauf si vous avez coché procédure simplifiée, là, vous n'y avez plus le droit, mais autrement, c'est votre droit. Ça peut être compliqué hein, de se retrouver devant une espèce de tribunal hein, où il y a 25 personnes. Mais bon, c'est un droit et parfois, ça peut être utile hein, de venir expliquer de manière concrète les besoins de l'enfant ou de l'adolescent, parce que sur des dossiers qu'on vous présente comme ça de manière rapide, pas forcément évident pour les membres de la CDAPH de comprendre exactement l'étendue des besoins et la manière d'y répondre. Vous devez obligatoirement faire remplir un certificat médical de moins d'un an. C'est pas beaucoup, un an. Bon, ben, ça a commencé, c'était 3 mois, donc je veux dire, on est passé à un an, c'est déjà mieux. Mais il est indispensable donc pour les différentes demandes. La carte d'invalidité, évidemment, mais aussi la demande d'AESH, l'orientation vers un établissement ou service, et puis la demande d'AEH. Alors, c'est très compliqué, en particulier pour la carte d'invalidité, parce que le certificat médical doit s'appuyer sur ce qui s'appelle le guide barème. Vous avez le lien officiel, donc il faut bien connaître ce texte par cœur et bien regarder en particulier les parties 1 et 2 sur lesquels on doit s'appuyer pour l'autisme, hein, puisque les autres ne nous concernent pas, pour voir ce qu'on peut trouver dedans comme argument pour demander, par exemple, un taux d'incapacité à 80%, qui va vous permettre hein, de faire valoir un certain nombre de droits complémentaires, et puis surtout qui va vous permettre d'avoir des notifications sans limitation de durée. C'est très important de pouvoir y accéder quand c'est justifié, bien sûr, mais dans l'autisme, c'est très souvent justifié. Mais il faut pour ça bien éplucher le guide barème. Vous ne pouvez pas demander à un médecin hein, de vous remplir un certificat médical comme ça, il va faire ça à la va-vite, hein, en disant que l'enfant il relève d'un taux d'incapacité à 80%. Si vous ne le prouvez pas, ça ne passera pas. Et donc, le taux d'incapacité, bah, vous ne l'obtiendrez pas au bout. Donc, beaucoup de familles hein, dont les demandes sont rejetées, déjà là. C'est très important parce qu'en dessous de 50%, déjà, bah, vous n'êtes pas dans situation de handicap. Et après, c'est ce taux d'incapacité qui vous permet hein, de vous retrouver dans la tranche 50-79% ou 80% et plus, euh, qui est ce qu'on doit cibler, hein, évidemment, en priorité, hein, si on peut l'obtenir, parce que ça vous simplifie quand même bien la vie. Il existe un certificat complémentaire. Alors, ça fait 4 ans et demi qu'on se bat avec l'UNAFAM, hein, essentiellement, pour obtenir que ce certificat complémentaire soit pris en compte. Alors, il y a des MDPH, là encore très engagés, hein, parce que toutes ne se valent pas, qui l'ont mis en ligne sur leur site en précisant que ce certificat complémentaire, donc il ne concerne pas l'autisme de manière spécifique, il est à destination des enfants, adolescents et adultes, hein, c'est pour tout le monde, qui ont des altérations de fonction mentale, cognitive et psychique, c'est le jargon français. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais bon, ça a le mérite d'exister, donc ça a été travaillé de manière collaborative hein, par un certain nombre d'associations, dont Autisme France. Donc, ce certificat complémentaire, il est vraiment très bien fait. Donc, je vous ai mis le lien vers le NDPH 51. Il y en a d'autres hein, qui l'ont mis en ligne pour que vous puissiez vous y référer. Vraiment, c'est précieux. Utilisez-le.
La CNSA nous a autorisé hein, à l'utiliser, voilà, en disant, mais tout le monde peut utiliser ce certificat complémentaire. Ça fait 2 ans qu'on lui demande de bien vouloir le mettre en ligne sur le site de la CNSA pour lui donner un caractère officiel. Euh, le directeur de la CNSA nous a dit jeudi dernier que ça allait être fait. Voilà. Donc, n'hésitez pas, c'est très utile de faire remplir. Donc, il y a une partie pour le médecin ou les professionnels de santé et une partie pour la famille. C'est très précieux de remplir ce certificat complémentaire, j'insiste, pour pouvoir éclairer après la MDPH sur les besoins spécifiques des enfants, adolescents et jeunes adultes autistes, parce que les questions qui sont posées et la manière d'y répondre, vraiment, c'est précieux. Donc, n'hésitez pas. Exemple d'exploitation du guide barème, hein, donc il faut aller dans les parties 1, déficience intellectuelle et difficultés de comportement. Donc, vous voyez, ce n'est pas adapté. Et partie 2, déficience du psychisme. Comme vous voyez, ce n'est pas adapté non plus. Mais on n'a que ça en rayon. Donc, il faut faire avec. Ce guide est obsolète hein, et il est inadapté à l'autisme. Ça fait 20 ans qu'on demande de le refaire. Pas nous, tout seul, Autisme France, hein, toutes les associations. Pour le moment, on ne l'a jamais obtenu. Donc, par exemple, il faut se servir impérativement du préambule du guide barème. C'est écrit un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Vous l'aurez compris, si vous ne prouvez pas que votre enfant, votre adolescent, votre jeune adulte, il est atteint dans son autonomie individuelle hein, de manière forte, eh ben, vous n'aurez pas le taux de 80%. Il faut lire aussi la suite, impérativement, connaître par cœur, vous l'imprimez, vous gardez, vous le ressortez quand vous en avez besoin. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée, j'aurais dû souligner, mettre en gras, dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. Donc, vous l'aurez compris, vous devez prouver que votre enfant autiste, votre adolescent autiste, votre jeune adulte autiste, il doit être aidé totalement ou partiellement, ça suffit, ou surveillé dans leur accomplissement, c'est-à-dire que si on n'est pas là euh, pour assurer une vigilance, les actes de la vie quotidienne, ils vont être faits de travers, et qu'il y aura beaucoup de difficultés à les assurer, le taux de 80% est atteint. Donc, si vous voulez prouver que votre enfant relève d'un taux de 80%, vous notez tout ça, hein, vous le gardez précieusement et vous vous arrangez pour que ce soit prouvé dans votre dossier. C'est également le cas hein, lorsqu'il y a des déficiences sévères avec abolition d'une fonction. Donc, par exemple, si l'enfant ou l'adolescent il n'a pas le sens du danger, voilà, c'est une fonction essentielle hein, de la vie quotidienne. Voilà, bon, ça vaut aussi 80% de taux d'incapacité. Diapo suivante. Donc, vous allez piocher là-dedans. Conscience de soi, schéma corporel, capacité d'orientation dans le temps et l'espace, capacité de discerner les dangers. Vous piochez dans la liste, vous prenez ce qui vous concerne et vous faites écrire par votre médecin hein, que votre enfant n'a pas la capacité de discerner les dangers, par exemple, qui ne sait pas jouer seul, qui n'a pas la capacité d'acquérir des connaissances autrement qu'en étant massivement aidé, qui ne sait pas nouer des relations, etc., qui a des problèmes de communication. Voilà, tout y est en fait, hein, mais il faut aller le chercher et donner des exemples précis à chaque fois. Vous ne citez pas simplement le texte, vous montrez pour votre enfant, votre adolescent, votre jeune adulte, où sont les problèmes précis qui justifient qu'il ait un taux d'incapacité à 80%. Compensation du handicap, donc, vous connaissez tous, hein, donc vous allez sur mon parcourshandicap.gouv.fr, hein, c'est souvent bien fait. On vous explique ce que c'est que le GEVASCO. Vous en aurez besoin. C'est la première démarche que vous ferez à l'école hein, pour faire reconnaître les besoins éducatifs particuliers de l'enfant et surtout les besoins de compensation qui vont après être notés dans le fameux PPS. Donc, le GEVASCO, c'est un outil incontournable hein, entre l'établissement scolaire de l'enfant et la MDPH. C'est le premier exercice hein, que vous allez faire pour entrer dans le parcours handicap que va vous demander la MDPH et qui va vous ouvrir des droits à compensation. La demande d'AESH, pareil, hein, voilà, les textes officiels. Là encore, pour définir l'aide individuelle qui est très fréquemment demandée
dans le cadre de l'autisme pour des raisons bien compréhensibles. L'autisme étant d'abord un trouble majeur de la communication sociale, on comprend aisément que l'enfant a besoin très souvent d'aide individuelle pour pouvoir suivre une scolarisation dans les meilleures conditions possibles en se faisant aider. Donc, il y a une définition de l'aide individuelle, là encore. Si vous voulez avoir cette aide individuelle et pas vous retrouver avec une notification d'aide mutualisée que vous n'avez pas demandé, vous rentrez bien dans le cadre de l'article, c'est le code de l'éducation, D351-16-4. L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue. Donc, vous devez montrer que votre enfant il a besoin d'une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, la commission donc définit les activités principales de l'accompagnant, donc ça c'est un peu codé, mais c'est très important de bien faire valoir le besoin d'aide individuelle. C'est comme ça que vous aurez une quotité horaire. 6 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures, 24 heures, puisqu'il y en a qui ont la totalité du temps scolaire avec l'accompagnement par un AESH. Si vous avez une aide mutualisée, il n'y a pas de quotité horaire. Donc à partir du moment où il y a 1 heure par semaine, eh bien, c'est respecté. La notification, 1 heure suffit. Vous ne pouvez rien dire, malheureusement. Donc, s'il y a vraiment besoin d'aide individuelle, arrangez-vous pour que l'enfant rentre bien dans la description de ses besoins, dans l'attention soutenue et continue, parce que sinon, vous risquez de vous retrouver avec une aide mutualisée, bien plus facile à gérer par l'éducation nationale, puisque, encore une fois, à partir d'1 heure par semaine, l'éducation nationale va considérer qu'il n'y a plus de soucis, qu'il a répondu aux besoins. En Ulysse, il n'y a aucun texte qui interdit une aide individuelle en Ulysse. Là encore, il va falloir argumenter de manière serrée pour montrer que l'attention soutenue et continue, c'est aussi en Ulysse, et que l'AVS mutualisé, l'AESH mutualisé, pardon, qui existe en Ulysse, qui est constitutif de l'Ulysse, eh ben, ça ne va pas suffire à l'enfant autiste. La demande d'AEH, là encore, vous avez, je ne décris pas, parce que sinon j'y passe la journée, les textes officiels. La durée des notifications, elle a été modifiée par la loi il y a 4-5 ans. Donc, si le taux d'incapacité est compris entre 50% et 79%, la durée minimale d'attribution, c'est 2 ans. La durée maximale d'attribution, c'est 5 ans. Vous avez tout le détail dans mon parcours handicap. Donc, diapo suivante. Donc, si le taux est égal ou supérieur à 80%, d'où l'utilité d'avoir un taux d'incapacité à 80%. Enfin, c'est utile partout, mais là, par exemple, voyez une utilité évidente. Durée minimale du complément de l'AEH, c'est de 3 ans. La durée maximale, c'est de 5 ans. Donc, voilà, on a plus de droits quand on a un taux d'incapacité à 80% que quand on est resté entre 50 et 79. La MDPH peut vous proposer de choisir entre AEH et PCH. Elle le fait pour que vous puissiez accéder à ce qui est le plus avantageux pour vous. Parfois, la PCH est plus avantageuse financièrement que l'AEH. L'AEH donc peut financer la psychomotricité, l'ergothérapie, les frais de psychologue. C'est plus compliqué avec un éducateur, ça c'est un problème qui nous remonte régulièrement à cause d'une remarque du guide CNSA Autisme malencontreuse, qui dit quelque part, je ne sais plus où, quelle page, que l'éducateur, en fait, n'est pas considéré dans sa fonction éducative, mais comme un auxiliaire de vie. Donc, il va rentrer dans les tierces personnes, vous savez, dont il faut justifier la présence si on veut avoir des compléments d'AEH. Alors là, il va falloir bien argumenter pour montrer que l'éducateur, il est dans une équipe éducative, où il a une fonction, pas similaire à celle de psychologue ou de psychomotricien, mais qu'il participe lui aussi à la rééducation de l'enfant, de l'adolescent. La compatibilité de l'AEH avec d'autres prestations, eh bien, retournez au texte officiel, vous avez les liens. Je ne veux pas en faire non plus la liste, parce que ça serait trop long. En attendant l'AEH, il est possible de demander le congé de présence parentale, donc il n'est pas financé, c'est un droit, cela dit, mais il peut être financé par l'allocation journalière de présence parentale, la JPP.
qui n'est pas compatible avec le PCH ou le complément d'AEH. Donc, il faut choisir, là encore, la meilleure solution. Si c'est le complément d'AEH, hein, c'est la CAF, hein, qui choisira pour vous ce qui est le plus avantageux pour vous. Mais c'est quelque chose qui est en attente d'AEH. Congé de présence parentale, surtout, le congé de présence parentale, ben, il n'est pas financé, hein. Donc, c'est vraiment une mesure d'urgence. C'est en attendant d'avoir l'AEH, hein, mais ça permet quand même euh, de faire face, hein, si on se retrouve dans une situation difficile à un moment donné. Donc, le congé de présence, c'est l'autorisation d'absence, hein, qui est un droit, mais c'est un congé sans solde. Et la JPP, ben, c'est la prestation qui vient compenser partiellement cette perte de salaire, parce qu'évidemment, ce qu'on vous donne n'est pas très élevé. Donc, c'est vraiment une compensation faible, hein, par rapport à quelqu'un qui a un salaire moyen, par exemple, hein, il ne va pas s'y retrouver. Mais ça lui permet de faire face à une situation d'urgence. Congé de présence parentale dans la fonction publique, hein, parce qu'il y a des particularités. Donc là, vous trouvez la référence sur le site servicepublic.fr. La PCH enfant, donc c'est très compliqué à obtenir. Pour avoir accès à la PCH, l'enfant ou l'adolescent doit remplir les trois conditions cumulatives suivantes: être bénéficiaire de l'AEH, ouvrir droit à un complément de l'AEH et répondre aux critères d'éligibilité à la PCH liés au handicap. Donc les critères sont les mêmes pour les enfants et pour les adultes, au regard d'un référentiel d'accès, hein, que je vous ai mis en dessous, qu'il faut connaître aussi par cœur. Parce que si vous ne rentrez pas dans ce référentiel d'accès à la PCH, ben, vous n'obtiendrez jamais la PCH. Hein, on vous dira que vous n'êtes pas dans les clous alors que vous pouvez très bien y être. Donc c'est assez compliqué à faire valoir, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il faut souvent se faire aider, hein, par une association ou un professionnel qui a l'habitude, parce que ce n'est pas évident, hein, de rentrer dans ce cadre-là. Alors en plus, les règles, elles ont changé, hein, les critères d'éligibilité ont été élargis pour pouvoir faire face, hein, aux difficultés pour les enfants, adolescents et adultes, hein, plus tard, qui ont des altérations de fonction mentale, cognitive et psychique, comme on dit dans le jargon. Donc dans la diapo suivante. Donc, il faut au moins rencontrer soit une difficulté absolue pour au moins une des 20 activités, soit une difficulté grave pour au moins deux des 20 activités du référentiel d'accès à la PCH. Donc, vous voyez déjà comme c'est simple. Donc, pour le PCH enfant, il y a une grille, hein, qui est utilisée en MDPH, qui est en cours de refonte. C'est extrêmement compliqué. Moi, je fais partie, hein, de l'équipe, hein, qui travaille donc sur cette PCH enfant. Euh, donc, vous trouvez en ligne ce qui existe pour le moment et qui est utilisé par les MDPH, hein, pour la PCH enfant. Le problème, c'est que c'est très centré sur les problèmes moteurs, mais il y a des items, parler, manger, s'habiller, qui sont exploitables. Donc, dans la diapo suivante, il y en a quelques-uns, hein, que vous pouvez exploiter. Par exemple, s'orienter dans l'espace, s'orienter dans le temps, utiliser un outil de communication. Voilà des éléments de la grille, hein, qui peuvent être utilisés, hein, pour rentrer dans la PCH quand il s'agit d'enfants et d'adolescents. Donc, vous pouvez l'accumuler avec l'allocation journalière de présence parentale, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, mais pas avec le complément. Là aussi, tout est expliqué dans mon parcours handicap.gouv.fr pour les cumuls, hein, et surtout les absences de cumul. On ne peut pas tout cumuler, évidemment. La PCH peut être utilisée pour rémunérer une aide à domicile, hein, ou pour dédommager un aidant familial, hein. Il y a les deux. Donc, vous pouvez demander soit l'un, soit l'autre, soit les deux, soit un mixte des deux. Attention de ne pas déroger aux obligations réglementaires des services à la personne, hein. Si vous êtes employeur, un éducateur par exemple, ne peut pas être payé en CESU, même si visiblement il y en a qui le font, bah, c'est à leurs risques et périls. Voilà, c'est pas prévu, hein, sauf si l'éducateur il accepte d'être considéré comme un auxiliaire de vie. Il y en a qui l'acceptent visiblement. Mais bon, ça c'est un choix personnel. Diapo suivante. Donc voilà ce qui peut être demandé, hein, et ce qui peut être obtenu. Donc, si vous choisissez l'AEH ou la PCH, hein, avec le droit d'option, le choix n'est pas définitif, hein. Vous pouvez changer, bien sûr, la date d'échéance du droit, ou s'il y a des modifications très sensibles dans le profil de la personne pour laquelle ça a été demandé. S'il y a, par exemple, besoin de beaucoup plus d'aide parce qu'il y a une aggravation euh, du comportement de la personne, hein, ou de ses difficultés, on peut toujours, là encore, revenir sur le choix qu'on a fait, hein, entre la l'AEH et la PCH.
La PCH enfants et adolescents, donc depuis le 1er janvier 2023, hein, c'est ce que je vous disais, quand on est autiste et qu'on relève donc ces fameuses altérations de fonction psychique, mentale, cognitive ou des troubles du neurodéveloppement, ils sont cités au miracle. C'est plus facile d'accéder à la PCH parce qu'il y a eu une modification des critères d'éligibilité. Et que donc on peut faire valoir des critères qu'on n'utilisait pas avant parce qu'ils ne figuraient pas dans le fameux référentiel, l'annexe 2.5, ça s'appelle, hein, que vous devez là encore bien connaître par cœur et bien utiliser quand vous faites une demande de PCH. Par exemple, hein, vous pouvez expliquer que l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte, il a besoin d'aide pour maîtriser son comportement, il ne sait pas planifier, organiser, entamer, exécuter, gérer le temps d'activité, par exemple, il ne sait pas effectuer des tâches multiples, il doit être accompagné dans les transports. Tout ça, ça a été ajouté dans le référentiel, donc vous pouvez le faire valoir maintenant pour obtenir une PCH aide humaine, alors qu'avant, ça n'était pas le cas. Mais c'est compliqué, là encore, hein, il faut bien éplucher le référentiel pour voir ce qu'on peut utiliser pour faire valoir ses droits. Donc la durée maximale d'attribution de tous les éléments de la PCH, hein, ça a été étendu à 10 ans maximum, mais on peut avoir une PCH, hein, sans limitation de durée lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement. Donc ça concerne les 5 types d'éléments de la PCH, hein, l'aide humaine, hein, dont on vient de parler, les aides techniques, l'aménagement du logement, du véhicule et les surcoûts liés au transport, l'élément 4, les aides spécifiques ou exceptionnelles, et puis l'élément 5, l'aide animalière. Bon, pour tout savoir sur la carte mobilité inclusion, je vous renvoie au lien, hein, où il y a des questions-réponses très bien faites, hein, pour vous expliquer comment y accéder, comment faire valoir vos droits, et comment renouveler une carte si vous l'avez perdue, ce qui peut arriver fréquemment, hein, avec une personne autiste, par exemple. C'est bien expliqué sur le site handicap.gouv.fr. Focus scolarisation, toujours pour la rédaction d'un GEVASCO, première demande, hein. Voilà, donc l'équipe éducative, c'est celle qui va se réunir, donc c'est l'équipe éducative standard, hein, pas l'équipe spécialisée qui se réunira après. C'est la première démarche, hein, qui sera faite pour identifier la situation de handicap de votre enfant, ou du moins l'existence, hein, de besoins éducatifs particuliers qui vont nécessiter une aide particulière, une compensation particulière. Après, elle doit être réunie par le directeur, hein, chaque fois que l'examen de la situation l'exige, bien sûr. Et les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer, hein, par un représentant d'une association si besoin, s'ils ont besoin d'aide en particulier pour faire comprendre leurs demandes, parce que parfois c'est très compliqué. Alors l'équipe de suivi de la scolarisation, celle-là, elle est très particulière parce qu'elle concerne le renouvellement du GEVASCO, mais aussi le dossier MDPH. Le texte réglementaire figure en lien. Là aussi, il faut bien connaître l'article D351-10 du Code de l'éducation, parce que cet article résume vos droits. C'est-à-dire que les parents, ils doivent être obligatoirement présents. On ne peut pas faire une équipe de suivi de scolarisation sans les parents ou le représentant légal, parce qu'il peut arriver que l'enfant soit à l'aide sociale à l'enfance, par exemple. Donc, c'est l'équipe en question, elle procède au moins une fois par an, c'est une obligation, au moins une fois par an, à l'évaluation du projet de l'enfant et de sa mise en œuvre sous la forme d'un document qui, normalement, devrait être le PPS dont nous avons déjà parlé. Ce document est absolument essentiel parce que c'est le seul qui soit opposable après à l'éducation nationale. Donc, c'est très important, hein, de suivre l'équipe de suivi de la scolarisation et de faire noter l'ensemble des besoins de votre enfant pour qu'il puisse figurer après dans le projet qui va le suivre et qui va accompagner tous ses besoins de compensation tout au long de sa scolarisation. Là encore, hein, l'équipe de suivi de la scolarisation informe la Commission des droits et de l'autonomie de toute difficulté de nature à mettre en cause la poursuite de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation de l'élève. Parfois, il faut l'adapter, il doit être révisé, et donc c'est absolument indispensable que ce travail soit fait. Voilà, il peut être fait la demande de l'équipe de suivi de scolarisation dont les parents sont membres de droit. Donc, il faut là encore ne pas hésiter, hein, à demander une équipe de suivi de la scolarisation complémentaire. Une parent, c'est obligatoire, mais peut-être qu'il en faudra deux.
s'il y a besoin, hein, de réviser, là encore, le projet d'accompagnement de l'enfant et donc le PPS qui sera après rédigé par la MDPH. L'article, là encore, du Code de l'éducation, hein, précise que l'équipe de suivi de la scolarisation fonde son action sur les expertises du psychologue de l'éducation nationale. Alors, il peut intervenir en classe, hein, le psychologue de l'éducation nationale, mais il ne peut pas faire des soins individuels, sans votre accord, bien entendu. Du médecin de l'éducation nationale, des professionnels de santé qui suivent l'enfant, donc qui peuvent être des libéraux, bien entendu, hein, qui peuvent venir tout à fait éclairer l'équipe de suivi de la scolarisation. Ça peut être aussi des personnels des établissements et services médico-sociaux qui participent à l'accompagnement de l'enfant. Le fameux PPS, c'est celui qui définit et coordonne, hein, les modalités de déroulement de la scolarité de l'enfant, qui doit concerner l'orientation, par exemple, hein, tous les objectifs pédagogiques, hein, et les adaptations éventuelles de ces objectifs pédagogiques, les décisions de la CDAPH et toutes les préconisations qui sont utiles à mettre en œuvre, hein, pour ce projet personnalisé de scolarisation, pour que l'enfant il ait une réponse totale à l'ensemble de ses besoins et que voilà, il n'y en ait pas qu'un petit bout, hein, qui soit pris en compte, mais que ce soit vraiment un projet qui réponde à l'ensemble des besoins de l'enfant, hein, de manière adaptée et surtout scientifiquement établie. Donc l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation de la MDPH, hein, c'est elle qui évalue la situation de l'enfant, donc qui va élaborer le PPS, hein, et puis qui va le transmettre ensuite à la CDAPH, hein, pour qu'il soit validé, hein, puisque c'est cette décision-là qui va permettre après de rendre opposable le PPS. Donc, comme c'est un document opposable, il faut bien qu'il figure tout ce qui est nécessaire à l'enfant, une orientation scolaire éventuelle, l'attribution de matériel pédagogique adapté, si c'est nécessaire, les mesures d'accompagnement, par exemple un AESH, un CESAD, si c'est nécessaire, l'aménagement de la scolarité, si c'est nécessaire, par exemple un temps partiel. Si c'est noté dans un PPS, bah, c'est de droit. Sinon, bah, c'est aux risques et périls de l'éducation nationale, hein, qui n'a pas le droit d'imposer un temps partiel, par exemple, hein, parce que bah, c'est illégal. La présence d'un professionnel en classe, elle peut être notée aussi dans le PPS. C'est la seule manière de rendre opposable la présence de ce professionnel en classe, hein, éventuelle. Voilà, donc le PPS doit être extrêmement précis parce que c'est le seul document qu'on puisse opposer à l'éducation nationale. Il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'un. Contentieux avec la MDPH, ben, vous connaissez tous le recours administratif préalable obligatoire, hein, puisque c'est la loi, on doit commencer par là. Le délai réglementaire pour traiter un dossier à la MDPH, c'est de 4 mois, qui est très, très largement dépassé, hein, dans beaucoup de MDPH. Donc, au bout de 4 mois, vous avez le droit de commencer à faire un rapport, hein, pour refus implicite, hein, parce que vous n'avez pas eu de réponse du tout de la MDPH. Le rapport, ben, c'est 2 mois. Vous devez attendre 2 mois, hein, pour que la MDPH vous fasse une réponse. Parfois, elle est positive, parfois, elle ne l'est pas. S'il y a un refus de la MDPH, hein, de remettre en cause les décisions qu'elle vous avait imposées, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire. Donc, dans toutes les notifications MDPH, vous avez l'adresse des tribunaux que vous devez saisir par rapport à votre demande. C'est toujours écrit, soit en bas, soit au dos de la notification MDPH. Donc, vous gardez précieusement les notifications MDPH, bien sûr, et vous regardez dessus de manière précise, hein, le tribunal que vous devez saisir si vous voulez contester la réponse qui vous a été faite à la suite du rapport. Merci Si vous avez des beaucoup. questions, Merci beaucoup, Daniel. Il y a en effet beaucoup de questions, comme on pouvait l'imaginer. Alors, on va essayer de répondre à quelques-unes d'entre elles. Merci encore pour cette présentation très riche. Alors, nous avons beaucoup de questions autour de la scolarisation et autour des GEVASCO notamment. Première question, l'école a-t-elle l'obligation de rédiger un GEVASCO pour la MDPH? bah, c'est l'équipe éducative, hein, qui doit prendre en compte les besoins de l'enfant et rédiger le GEVASCO première demande. C'est la première démarche que l'école ou le collège ou le lycée doit faire pour commencer à faire prendre en compte, alors à ce stade-là, on va plutôt dire besoin éducatif particulier de l'enfant, puisque c'est la première démarche qui va enclencher après une éventuelle réponse de la MDPH.
Mais oui, le GEVASCO, première demande, c'est un droit et l'équipe éducative, hein, elle doit solliciter la famille hein, pour voir de quelle manière on peut conjointement répondre aux items de ce GEVASCO, première demande, pour que enclencher, là encore, hein, la première démarche pour saisir la MDPH. Merci. Une question sur les ESS. Puis-je demander un justificatif à présenter à mon employeur ou ai-je le droit à une absence exceptionnelle pour assister à l'ESS de mon enfant? Faut voir avec l'employeur si il accorde ce genre d'absence, surtout s'il va accepter que ces absences soient éventuellement financées par lui, s'il l'accepte, hein, voilà, ou s'il ne l'accepte pas, auquel cas, quand vous irez, vous ne serez pas payé. Vous avez le droit de demander un congé de présence parentale, par exemple, mais ce n'est pas financé. Donc c'est une bonne question. Souvent, les ESS, on essaye de les faire en fin d'après-midi pour faciliter la présence des parents. Il peut y avoir qu'un parent sur les deux, hein, on peut se répartir la tâche. On peut se faire remplacer aussi par quelqu'un hein, qui va parler en votre nom. Donc cette possibilité, elle est inscrite dans la loi aussi. Voilà, mais c'est un vrai problème, effectivement, puisque la présence des parents est obligatoire, qu'il ne peut pas y avoir DSS sans la présence des parents et que tout n'est pas fait objectivement pour que la présence des parents, elle soit systématiquement alors respectée. Il y a des cas, mais ça, si la loi elle est violée, ça veut dire que ce qui sera produit par les SS sera non valable. Sans la présence des parents, c'est non valable. Tout ce qui sera dit n'aura aucune espèce de valeur, hein, puisque la présence des parents est obligatoire. Mais c'est vrai qu'on pourrait quand même faciliter un peu plus la présence des parents, en sachant que certains, même beaucoup, travaillent et qu'ils ne sont pas forcément disponibles hein, aux heures qui sont indiquées pour la proposition de SS. L'éducation nationale choisit en fonction de ses priorités. Ces priorités ne sont pas toujours les mêmes que celles des parents. Mm. Merci. Peut-on exiger un certain nombre d'heures de scolarisation? Lorsque l'école ne veut scolariser un enfant que quelques heures par semaine, de quel recours dispose-t-on? La loi. La loi ne prévoit absolument pas que l'enfant il est scolarisé en fonction des desiderata de l'école, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, 2 tiers de temps, un mi-temps, un quart de temps, 2 heures par semaine. Il y a tous les cas de figure hein, dans l'autisme. Franchement, c'est une honte. La loi, c'est la loi. Donc la loi, eh ben, c'est le temps plein. Et donc si on veut, avec l'accord des parents, qu'il n'y ait qu'un mi-temps, par exemple, pour favoriser les rééducations et les temps de rééducation, l'enfant ne pouvant pas être partout, ou parce qu'il est très fatigable, ce qui est très fréquent dans le champ de l'autisme, il faut l'inscrire dans le projet personnalisé de scolarisation. C'est la seule manière d'obtenir légalement qu'il y ait un temps partiel qui devra être décrit et expliqué, évidemment, dans le PPS. Après, cela devient opposable donc opposable à l'éducation nationale. Hein. Si la famille elle est d'accord, par exemple, pour que l'enfant ne soit scolarisé qu'à mi-temps parce que plus, c'est beaucoup trop coûteux pour l'enfant, à partir du moment où c'est écrit dans le PPS, l'école, elle ne scolarisera qu'à mi-temps en négociant de manière judicieuse les temps sur le mi-temps, voilà, que ça corresponde à voilà, des acquisitions principales. Enfin bon, faut le négocier, mais au moins, ça sera légal. Tout le reste est absolument illégal. L'école n'a absolument pas le droit d'imposer une restriction de participation à la scolarisation. L'école à temps complet, c'est-à-dire 24 heures par semaine, c'est un dû pour chaque enfant, handicapé ou pas. Les exceptions, c'est dans le PPS. Autre question sur les droits pour les aménagements acquis au lycée. Est-ce qu'il valent également pour les autres structures d'études supérieures ou seulement pour les universités? Alors, ce qui existe, c'est dans le cadre public. Après, il faut le négocier. Dans les universités privées ou bien toutes les écoles privées, il y a pas mal de jeunes adultes autistes qui se retrouvent dans des écoles spécialisées en fonction de leur goût. Par exemple, des écoles d'art, des écoles de musique. Enfin, j'ai vu passer hein, comme ça des choix qui sont très particuliers, qui correspondent aux intérêts spécifiques du jeune adulte autiste. Donc là, il faut aller le négocier. Normalement, il doit y avoir aussi dans toutes les écoles une mission handicap, un référent handicap.
qui doit prendre en compte les demandes et voir comment elles peuvent être mises en œuvre. Euh, dans l'école publique, l'université publique, ben, elles sont de droit, elles sont garanties par une charte hein, et un guide dont je vous ai mis le lien. Mais ailleurs, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Ça risque d'être plus difficile à négocier. Mais là encore, c'est la loi de faire en sorte que les enfants, adolescents et jeunes adultes autistes hein, puissent trouver leur place avec les moyens de compensation nécessaires là où ils font leurs études, y compris si ce sont des études très spécifiques. Donc il doit y avoir partout une mission handicap ou un référent handicap, ça ne porte pas toujours le même nom, auprès duquel on va expliquer la situation et donc demander les compensations nécessaires. Merci. Peut-on avoir une AESH pour un enfant scolarisé via le CNED ou financer des professeurs privés? Ben non, c'est pour l'école, en présentiel. Donc, ben non, c'est pas prévu. C'est un manque, effectivement. C'est compliqué. Les AESH privés, ben, ça n'existe pas en théorie. Sauf marginalement. Alors, je ne sais pas si l'Académie de Paris continue à financer, parce que comme elle n'arrive pas à trouver elle-même des AESH, donc elle passe des conventions avec des associations qui ont le droit de recruter des AESH privés, hein, qui ont un agrément pour cela. Mhm. Et puis donc, elle les finance comme les autres, voilà. Mais bon, c'est une exception. Je veux dire, le concept d'AESH privé n'existe pas. Et si on paye de sa poche une AESH ben on paye de sa poche. Faut-il encore qu'elle soit acceptée par l'éducation nationale ou l'école privée dans laquelle on a inscrit son enfant? C'est possible, hein, il y a des cas, hein, mais enfin, le concept en soi n'existe pas. L'AESH, c'est public et c'est financé par l'éducation nationale. Où peut-on trouver une aide pour remplir le dossier MDPH pour qu'il soit en cohérence avec les spécificités de notre enfant? Bah, auprès des associations, il y a beaucoup d'associations. Le champ associatif en France, il est très très riche. Mais dans l'autisme, je crois qu'il est particulièrement riche. Il doit bien y avoir, je ne sais pas moi, au moins 2000 associations autisme sur le territoire en France. Alors, elles ne sont pas toutes de même niveau, hein, ça c'est clair. Mais vous trouverez toujours quand même sur votre territoire une association de famille qui va développer ce type d'aide. Elles le font toutes parce que c'est une demande massive. Les droits, souvent, ils ne sont pas connus. Les textes, vous avez bien vu, c'est compliqué. Donc, se les faire expliquer, c'est pas forcément du luxe hein, pour beaucoup de familles, pour lesquelles bah, elles vont entrer dans un univers qui leur est totalement étranger. Donc, sans aide, c'est très compliqué. La nouvelle PCH, par exemple, si on ne vous l'explique pas de manière claire, hein, en vous disant voilà ce que vous devez mettre dans votre dossier pour faire valoir votre demande de PCH, bah, vous aurez du mal à trouver par vous-même comment on fait pour rentrer dans la fameuse annexe 2.5, même révisée. Le guide barème que j'ai expliqué très rapidement, faute de temps, et qui permet d'avoir un taux d'incapacité éventuellement à 80%, si vous n'êtes pas aidé pour aller voir dans les parties 1 et 2 du guide barème ce que vous pouvez vous faire valoir pour montrer l'étendue des besoins de votre enfant et de votre adolescent, et que vous ne dites pas à votre médecin, voilà ce qu'il faut mettre, hein, parce qu'il faut que ça rentre dans le guide barème, sinon je n'aurai jamais le taux d'incapacité à 80%. Si vous n'êtes pas aidé, vous n'y arriverez pas tout seul. Hein. Ou alors, c'est parce que vous avez déjà bien l'habitude. Hein, il y a des parents qui sont de sacrés experts, hein, qui connaissent tous les textes par cœur et qui savent se défendre tout seuls hein, auprès des MDPH. Mais bon, on est quand même obligé de dire que ce n'est pas la majorité des parents. Puis, je veux dire, les parents, ils ont déjà leur galère. Avoir un enfant autiste ou un adolescent autiste, c'est parfois une galère sans nom. Donc, ça ne laisse pas beaucoup de temps disponible pour se dire, bon, ben, je vais me battre avec la MDPH, éplucher tous les textes réglementaires et voir comment je vais les utiliser pour ne pas me faire barrer dans la demande de mes droits. Voilà, il y a des familles tellement épuisées que bah, on ne peut pas leur demander ça, quoi, c'est pas honnête. L'AESH peut-il intervenir sur le temps de récréation au collège? Bah oui, il doit être là en permanence. Hein, le temps de récréation, ça fait partie du temps scolaire. C'est des pauses qui font partie du temps scolaire. Donc, par exemple, si l'AESH est là 24 heures, ben, c'est récréation incluse, hein, évidemment.
C'est même très précieux parce que c'est souvent en récréation qu'il peut y avoir des difficultés hein, de harcèlement ou que l'élève qui a de très très grandes difficultés va essayer de fuguer, par exemple. Voilà, ça c'est déjà vu. Donc c'est d'autant plus urgent de veiller dans un lieu plus ouvert qu'une salle de classe à ce que l'enfant ne se retrouve pas en danger. Faut-il faire un GEVASCO avec une scolarisation via le CNED? Ben, c'est toujours le même problème, hein. Comme le CNED, ce n'est pas la scolarisation, ben non, on va rentrer très difficilement dans le cadre de l'accompagnement qui va être reconnu après par la MDPH. La MDPH ne va pas vous accorder un AESH avec le CNED, hein, malheureusement. C'est un manque, hein, c'est indiscutable, hein. Les enfants qui font le choix enfin le choix, si on peut dire, de ce type de scolarisation, c'est parce qu'ils sont en phobie scolaire, par exemple, hein, que c'est devenu ingérable l'école. C'est pas vraiment un choix, c'est parce que ils sont provisoirement mal à un moment de leur parcours et ils auraient bien besoin d'aide. Mais bon, c'est pas vraiment reconnu. C'est un manque. Les enseignants sont-ils dans l'obligation d'appliquer ce qui est écrit dans le GEVASCO? Ben, il faut que ce soit dans le PPS. Le GEVASCO, c'est un document qui permet de construire le projet personnalisé de scolarisation. C'est celui-là qui est opposable. Les autres ne le sont pas. Ce sont des documents de préparation à la construction du projet personnalisé de scolarisation. Donc, les équipes de suivi de scolarisation, elles doivent être extrêmement précises. Il y a, je ne les ai pas mis, on le rajoutera dans le PowerPoint, il y a des documents en ligne pour les PPS. Donc, il y a un PPS école élémentaire, un PPS second degré. Non, il y a un PPS maternel, un PPS élémentaire et un PPS second degré, donc collège et lycée. Alors, ces documents sont un peu anciens parce qu'on dit AVS par exemple et pas AESH, mais pour le reste, vraiment, ils sont très utiles. Et c'est pareil, ces documents doivent être connus des familles parce que les demandes qui doivent être faites en équipe de suivi de scolarisation, elles doivent s'appuyer sur ces documents officiels de PPS qui font le tour vraiment de tout ce qu'on peut demander en termes d'aménagement, en termes d'outils techniques, de matériel pédagogique adapté, en termes d'orientation, en termes de soutien individuel. Voilà, tout est prévu. Donc, il faut vraiment exploiter ces documents officiels hein, qui sont très précieux et s'appuyer dessus pour la construction des équipes de suivi de scolarisation. Parce que tout ce qui va être dit en équipe de suivi de la scolarisation, ça va aboutir à la construction d'un PPS. Et donc, ce PPS, il doit être le plus précis possible. Donc, se servir de ces outils officiels est précieux, puisque quand même, ils font très largement le tour de la question. Ça permet de ne rien oublier. Quand on est parent, on ne pense pas forcément à tout. Ce n'est pas notre boulot hein, d'être juriste. Donc, il peut y avoir des éléments essentiels qui vont nous échapper dans un premier temps. Si on s'appuie sur ces documents officiels de PPS, bah, il y a tout. Quelles sont les possibilités scolaires lorsque l'anxiété sociale empêche un adolescent de se rendre au collège? Bah, c'est une question de fond. Donc, bah, il peut y avoir des arrêts maladie hein, là encore, qui relèvent du choix des parents. Alors après, si on les multiplie, on peut se retrouver en difficulté. Alors que si l'école, le collège, le lycée sont de mauvaise foi, ils peuvent dire qu'il y a rupture de la scolarisation hein, et que le droit à la scolarisation n'est pas respecté par les parents. Donc, il faut y faire attention. Euh, Bien expliquer, même si on n'a pas à justifier une absence, mais s'il y en a plusieurs, bien expliquer pourquoi. Pour ne pas se retrouver dans cette situation-là, hein, parce que ça peut se terminer par une information préoccupante, par exemple, ou carrément même un signalement. Donc, il faut y veiller soigneusement. Après, la réponse, elle est bah, très individuelle, hein, c'est très variable, parce que ça peut être des épisodes d'anxiété passagers. Encore faut-il qu'ils soient correctement accompagnés et qu'on puisse trouver un psychologue qui va aider hein, à passer ce cap, qui peut être provisoire. Après, il peut y avoir des périodes très longues. Hein. Il y a des enfants qui ont des périodes d'anxiété scolaire très très longues et pour lesquelles ben, il va falloir envisager une alternative à la scolarisation. Donc ça peut être le CNED, mais bon, avec tout ce qu'on a expliqué, hein, c'est-à-dire que ça ne va pas trop avec la reconnaissance du handicap en milieu scolaire, hein, puisque c'est réservé à la scolarisation en milieu ordinaire.
et que le CNED, c'est une dérogation, quand même, c'est très compliqué. C'est des situations très compliquées à gérer pour les parents. Si elles sont ponctuelles, bah, c'est pas grave, on attend que ça passe, hein, et puis l'enfant va pouvoir revenir à sa scolarisation, parfois de manière adaptée. Donc, il faudra là aussi rédiger un PPS pour faire reconnaître que l'enfant, il ne peut pas dépasser un mi-temps, par exemple, hein, et que pour l'autre mi-temps, ben, il peut y avoir un complément CNED ou des rééducations ou des temps de suivi psychologique indispensables à un moment donné du parcours de l'enfant. Voilà, il faut penser à tout ça pour ne pas se mettre en difficulté par rapport à l'éducation nationale, qui peut être souvent de très mauvaise foi en disant que ne pas reconnaître le harcèlement, par exemple, ne pas reconnaître les troubles anxieux hein, qui peuvent être majeurs, ou les mettre sur le compte des parents qui n'ont pas su les gérer à la maison, qui ont hypertrophié une situation, qui voient un problème là où il n'y en a pas. Enfin bon, il y a tous les cas de figure possibles. Donc s'entourer d'aide, surtout psychologique, hein, pour que l'enfant puisse se tenir et voir comment rester dans les clous de l'éducation nationale, en particulier avec un PPS, hein, s'il y a besoin de réduire le temps de scolarisation de l'enfant, de manière souvent bien légitime hein, quand ça déborde. Les AESH peuvent-elles intervenir sur les temps périscolaires de type mercredi après-midi et centre de loisirs? Ah bah s'il y a une convention, si elles veulent compléter, parce qu'elles travaillent à temps partiel, hein, les AESH, donc si elles veulent compléter le temps qu'elles font, donc elles peuvent le faire sur la pause méridienne, le temps de midi avec une mairie, pour accompagner à la cantine, mais elles peuvent aussi trouver un autre emploi avec une association, un centre de loisirs. Voilà, ça, c'est le choix de la l'AESH, hein, de compléter son salaire en faisant autre chose, hein, par exemple le mercredi après-midi. Ça peut être une excellente solution parce que si c'est quelqu'un qui est un minimum formé, il va être précieux hein, dans un centre de loisirs pour accompagner un enfant autiste, par exemple, hein, qui, sans cette aide, ne serait pas accompagné. Les centres de loisirs hein, peuvent demander une aide de la CAF. C'est le bonus handicap, hein, ça s'appelle, pour... alors, c'est pas très bien payé, hein, mais bon, ça permet quand même hein, de recruter hein, de manière ponctuelle une aide pour que l'enfant autiste hein, puisse trouver sa place dans un centre de loisirs en étant accompagné, parce que parfois, sans être accompagné, il ne va pas y arriver. Et les centres de loisirs hein, n'ont pas l'encadrement nécessaire. L'encadrement, quand c'est 1 pour 8, 1 pour 10, 1 pour 12, enfin, ça ne suffit pas pour un enfant autiste. Mais il faut que le centre de loisirs fasse la démarche auprès de la CAF pour demander une aide complémentaire, le bonus handicap, pour faire accéder un enfant handicapé hein, au centre de loisirs avec une aide spécifique. Comment trouver, avoir un réseau de professionnels formés pour ne pas perdre de temps, qui ne restent pas sur la psychanalyse freudienne abandonnée depuis tout de même les années 60? Ben oui, c'est une bonne question. Dans les centres de ressources autisme, pas tous, hein, parce que tous ne se valent pas, mais bon, il y en a qui sont bien équipés hein, et qui existent depuis longtemps hein, et qui ont développé des réseaux. Donc, ça fait partie de leur mission d'information au CRA, mission d'information à destination des familles, de les guider hein, dans le choix des professionnels sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Par exemple, il y a des CRA qui ont des réseaux d'orthophonistes. Ce n'est pas public, on ne peut pas le mettre sur un site, parce que ça veut dire qu'on choisit, par exemple, certains orthophonistes ou certains psychologues ou certains psychomotriciens, et implicitement, on n'en met pas d'autres. C'est interdit parce que c'est de la discrimination, et le CRA qui s'amuserait à ça, il se retrouverait avec un procès. Mais bon, en off, hein, de manière individuelle, hein, les CRA peuvent vous expliquer hein, les réseaux qui sont organisés autour des CRA. Donc, ce sont des réseaux d'orthophonistes, des réseaux de psychologues hein, essentiellement. Et c'est précieux. Alors, le CRAIF, hein, le Centre de ressources Île-de-France, il a un annuaire en ligne de professionnels. Bon, alors lui, il a triché un peu parce que normalement, on n'a pas le droit de faire ça. Mais bon, apparemment, bah, il y a toujours l'annuaire, hein. Ça ne garantit pas que le professionnel en question, c'est vraiment celui dont vous avez besoin. C'est un garde-fou quand même. Le problème, c'est que quand on sélectionne des professionnels, bah, vous aurez compris tout seul, hein, bah, c'est que potentiellement, ils sont formés, ils ont de l'expérience, de l'expertise, bah, ils sont déjà surbookés, quoi. Donc, c'est pas trop la peine de leur faire de la publicité. Déjà, ils n'y arrivent pas. Donc c'est ça le problème. Les très bons, on finit par les connaître, hein.
par le bouche à oreille ou parce que les centres de ressources autisme vous expliquent comment fonctionne le réseau. Mais après, ça ne va pas vous garantir que vous allez avoir une place hein, auprès de ceux qui sont bien formés et qui sont identifiés. Enfin, c'est un secret de polichinelle, hein, quels sont les psychologues bien formés sur un territoire, par exemple, tout le monde le sait. Par exemple, les familles qui participent aux formations des proches aidants, financées par la CNSA et organisées par les centres de ressources autisme, c'est un bon moyen d'entrer en contact avec des professionnels de terrain que connaissent les centres de ressources autisme, parce que ce sont ces professionnels qui vont intervenir, souvent aux côtés de pères aidants familiaux, hein, pour faire les formations proches aidants. C'est une bonne solution, ça, pour connaître les professionnels de terrain. Les bons. Mais encore une fois, ça ne vous garantira pas que vous allez trouver automatiquement une place auprès de ces professionnels qui, parce qu'ils sont bons, et donc recrutés par les CRA pour faire les formations proches aidants, euh, bah, ils sont très demandés. Voilà. Merci. Alors, on va prendre une dernière petite question. Après, il va falloir qu'on conclue sur les UEA. L'UEA a-t-elle droit de n'accepter que des enfants qui sont dans les apprentissages? Et quelle est l'orientation possible après une scolarisation en UEA? C'est une excellente question. Alors, normalement, il ne devrait pas y avoir de sélection de ce type à l'entrée de l'UEA. Le problème, c'est qu'elle se fait quand même implicitement, parce qu'il n'aura échappé à personne que l'accompagnement en UEA n'est pas de même nature qu'en UEMA. En UEMA, c'est vraiment ciblé sur des enfants qui ont des troubles sévères. Donc, il y a un accompagnement médico-social intensif, hein, de l'ordre de 1 pour 1. Donc, il y a orthophonistes, enfin, quand on les trouve, parce que j'ai vu qu'il y avait des couacs. Mais quand on les trouve, orthophonistes, psychologues, éducateurs, psychomotriciens, ce sont des professionnels qui sont présents sur place et qui vont former une équipe pluridisciplinaire hein, qui va accompagner l'enfant. C'est ça qui est précieux. C'est cette équipe pluridisciplinaire. En UEA, ben, ce n'est pas la même chose. Enfin, je veux dire, c'est 2 fois moins doté qu'une UEMA. Donc, à part un éducateur, un moniteur éducateur même, je crois, et puis euh, l'AESH mutualisé hein, qui est proposé dans le cadre de l'UEA, ben, c'est pathétique par rapport aux besoins, alors que souvent, c'est les mêmes publics. Il ne faut pas oublier hein, qu'il y a 60% des enfants qui sortent du EMA, alors certes, qui ont fait des progrès, hein, qui sont un peu plus autonomes, qui ont gagné en capacité d'interaction sociale, qui ont pu accéder à un outil de communication alternatif. D'accord, on fait toujours des progrès à tout âge, ce n'est pas le problème, mais pas suffisamment de progrès et pas de manière suffisamment rapide pour retourner dans le circuit ordinaire avec l'accompagnement d'un AESH et puis éventuellement d'un CESAD. Ça ne va jamais suffire. Et il y en a 60% dans ce cas. Il n'y en a que 30 à 40% hein, qui rejoignent un milieu ordinaire avec un accompagnement au sortir de l'UEMA. Les autres, ils gardent leurs troubles sévères. Ils ont fait quelques acquisitions, il faut pouvoir les conforter, mais il faudrait le même niveau d'accompagnement. Une UEA, ça devrait être une UEMA bis, avec le même type de professionnel et le même type d'accompagnement. Qu'est-ce qu'on nous a dit, nous, quand on a participé à la rédaction du cahier des charges des UEA? Ah, ben, les gestionnaires qui portent les UEA, ils prendront dans leur cadre, hein, ils trouveront bien un petit temps de psychologue, un petit temps d'éducateur en plus. C'est pas garanti déjà qu'ils trouvent, et puis ça ne répond pas aux besoins. Donc vraiment, l'UEA, pour nous, c'est un échec tel que c'est fait. Ça a été fait pour que ça coûte pas trop cher. Le problème, c'est que l'autisme, pour les 30 à 40% d'enfants, c'est énorme, qui ont des troubles sévères. 30 à 40%, c'est des dizaines de milliers d'enfants. Eh bien, ça ne suffit pas, l'UEA. Ce n'est pas une bonne réponse. Alors, comment s'en sort l'éducation nationale? En disant qu'il faut être entré dans les apprentissages. C'est pas réglementaire, c'est pas écrit comme ça dans le cahier des charges, hein. Donc, ça n'est pas réglementaire. Mais ils s'en sortent comme ça parce qu'ils savent très bien qu'avec les tout petits moyens qui sont mis en œuvre dans une UEA, ça ne va jamais répondre aux besoins d'enfants qui ne sont pas encore entrés dans les apprentissages, sauf de manière un peu marginale ou ponctuelle, voilà, et qui auraient besoin encore de la même chose que l'UEMA sur plusieurs années. Et puis je ne vous dis pas, à 11 ans, il n'y a rien, voilà, il n'y a pas de suite. Donc même si on arrive à obtenir une UEA, ce qui n'est pas gagné, souvent on vous propose à la place une ULIS où il n'y a pas d'accompagnement éducatif, hein, donc c'est très insuffisant, ça ne va pas faire progresser suffisamment l'enfant parce que ses besoins éducatifs restent intensifs. Et c'est la loi, encore une fois, c'est l'article L246.1. Donc on n'y répond pas ou on n'y répond pas suffisamment.
Et donc, l'enfant ne peut pas poursuivre ses apprentissages de manière suffisamment solide pour qu'il puisse passer à l'étape au-dessus. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là. Merci encore infiniment, Daniel, pour cette présentation. Donc le replay sera disponible d'ici la fin de la semaine sur la page YouTube du GNCRA ainsi que sur la plateforme campus du GNCRA, accompagné du support que vous pourrez donc consulter. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Nous n'avons malheureusement pas pu répondre à toutes les questions, tant elles étaient nombreuses, mais voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, restez connectés sur nos réseaux. Nous vous ferons parvenir les prochaines thématiques de webinaire. Merci encore, Daniel, et je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée. Au Merci à revoir. tous.